Dans cette session, nous examinerons de plus près les employés qui travaillent très bien et facilement à distance. Tout le monde n'aime pas travailler à distance ou n'est pas aussi productif. Un manager doit être capable d'identifier de manière proactive ceux pour qui le travail à distance est une bénédiction et ceux pour qui il est une punition. Pendant un atelier de travail à distance, j'ai reçu une question de la part d'un collaborateur qui m'a demandé: j'ai besoin d'affectation pour pouvoir travailler efficacement. Maintenant, on me demande d'être plus indépendant. Comment puis-je faire face à cette situation? Pour certains managers qui participaient à la même session, cette question a été une révélation. Oui, tout le monde n'est pas fait pour travailler à distance. Alors, quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir travailler efficacement à distance? Il existe en fait un certain nombre de compétences qui sont très importantes ou cruciales pour travailler efficacement à distance. Quelles compétences avez-vous en tête? Avez-vous noté un certain nombre de compétences que vos employés doivent posséder pour travailler à distance? Voyons ce que les études peuvent nous apprendre à leur sujet. Harvard a de nouveau mené des recherches approfondies à ce sujet. Sur cette diapositive, vous pouvez voir les compétences les plus importantes pour travailler à distance. Et vos compétences figurent-elles dans la liste? Je pense que oui. La plupart des managers peuvent sentir ce qu'il faut pour qu'un employé s'épanouisse à distance. En travaillant à distance, vous devez continuellement vous motiver et être le patron de vous-même, de vos efforts, de votre productivité, de votre propre travail. Il n'y a personne d'autre pour vous dire ce que vous devez faire ensuite. Alors vous devez prendre beaucoup de responsabilités. Vous avez beaucoup de liberté, mais pouvez-vous la gérer? Un coaché l'a découvert douloureusement. Il avait un employé qui travaillait à Dallas et lui-même travaillait à Houston. Il se voyait une fois par trimestre. Un jour, l'employé a demandé à travailler à domicile car sa fille était malade et avait besoin de soins. Il n'a pas hésité une seconde et a accepté. 3 mois plus tard, il a constaté une grande différence dans les chiffres. La maladie de la fille était passée depuis longtemps. Au cours de la conversation avec l'employé, il est apparu qu'il avait du mal à gérer la liberté qui lui était accordée. Il n'avait pas la discipline nécessaire pour commencer son travail à 9 heures du matin. Il avait besoin de la pression sociale d'un environnement du bureau pour se donner le coup de pouce dont il avait besoin. Tout le monde ne peut pas gérer cette liberté. Tout le monde n'est pas fait pour travailler efficacement à distance. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous fait pour travailler à distance? Parcourez la liste de Harvard. Mettez la vidéo en pause et repartissez ces compétences dans le tableau de votre cahier de travail. Soyez honnête avec vous-même. La connaissance de soi est le début de toute sagesse, disait Socrate il y a longtemps. Et vos collaborateurs, ce n'est pas si facile à évaluer. Pour certains, vous y parviendrez peut-être, pour d'autres moins. Et puis, il y a ceux dont vous avez des doutes sur telle ou telle compétence. En tant que manager, vous devez pouvoir vous appuyer sur des faits, des données et des conseils objectifs. Il est donc plus facile d'entamer une conversation avec votre collaborateur à partir de cet ensemble de données. Dire à un employé « je pense que tu vas être moins efficace en travaillant à distance » déclenche immédiatement la question, à juste titre, sur quoi vous vous basez, vous? Si vous ne pouvez pas fournir de faits,
cela devient une conversation pénible et l'employé a, à juste titre, le sentiment d'être jugé de manière subjective. Comment créer alors un tableau de bord avec des critères qui sont une donnée essentielle pour votre gestion? C'est dans ce contexte que j'ai conçu une carte de compétences, un outil pratique qui vous donne une vue d'ensemble de votre équipe après l'avoir remplie. Sur la diapositive, vous pouvez voir un exemple d'équipe. De cette manière, vous pouvez voir d'un coup d'œil qui vous pouvez immédiatement lâcher prise et faire confiance et qui a besoin de plus de soutien. Mais je vous recommande également de laisser vos collaborateurs remplir le tableau. Laissez-les s'observer eux-mêmes jusqu'à s'observer les uns les autres. Une équipe mature est une équipe dont les membres se comportent comme des adultes. Ils réalisent que nous avons tous des forces et des préoccupations, que nous sommes égaux, que la force de notre équipe est déterminée par le maillon le plus faible, de sorte que nous pouvons nous entraider, nous partageons spontanément les informations et les connaissances. J'y reviendrai dans les parties consacrées à la communication virtuelle. Dans le coaching de leadership, j'utilise des métaphores pour analyser la maturité de l'équipe. Votre équipe est-elle une classe de maternelle, ce qui signifie qu'au moindre problème, nous nous tournons vers le leader. Nous ne donnons pas de feedback direct, il y a des conflits et des critiques. Ou avons-nous atteint le stade de l'école élémentaire? Nous faisons nos premiers pas en résolvant nous-mêmes les petites situations. Ou sommes-nous déjà à l'école intermédiaire? Nous nous défendons nous-mêmes, mais aussi les autres. Nous commençons à réaliser que la force réside dans la connexion. Nous luttons encore avec notre place, rôle dans l'équipe. Ou finalement, l'équipe jeune, diplômée, mature. Nous prenons des responsabilités, nous nommons immédiatement ce qui peut ou ne peut pas être fait et nous fixons des limites de manière proactive. La réflexion, malheureusement, n'est pas aussi simple que de se regarder dans un miroir. En outre, il est assez difficile d'y parvenir par soi-même. Un outil intéressant et toujours d'actualité pour obtenir un retour d'information de la part des autres, donc un feedback, est la fenêtre de Johari. Le modèle de conscience a été développé dans les années 1950 par les psychologues Joseph Luft, le Yo de Johari, et Harrington Ingham, le Harry, à l'Université de Californie. Le modèle est basé sur les questions clés. Que savez-vous de vous-même et que savent les autres de vous? Et divisé en 4 quadrants ou fenêtres. Le quadrant ouvert, secret, invisible et inconnu. Le quadrant ouvert concerne toutes vos caractéristiques et compétences que vous et votre entourage connaissez. Nous ne nous sentons pas interpellés lorsque les autres nous donnent un feedback à ce sujet. D'un autre côté, je me sens également à l'aise pour donner du feedback à une autre personne sur ses points forts ou ses points de développement ouverts. Le cadran secret, ou la fenêtre secrète, concerne les caractéristiques que vous savez avoir ou ne pas avoir, mais que les autres ne connaissent pas. Ce sont vos secrets que vous ne partagez pas immédiatement avec le monde qui vous entoure. Ils ne vous viennent pas spontanément à l'esprit. Pour d'autres, il faut beaucoup de temps pour les découvrir et parfois, on ne le découvre pas du tout. Vous n'oserez les partager avec les autres que si vous vous sentez en sécurité, si vous osez être vulnérable et si un lien de confiance a été créé.
On appelle parfois cela votre façade ou votre masque. Vous faites semblant d'être autre chose que ce que vous êtes réellement en dessous. Le cadran aveugle ou invisible fait référence à une partie de votre personnalité que vous ne connaissez pas vous-même, mais que les autres peuvent percevoir. Votre angle mort, tout comme l'angle mort dans la circulation. Vous ne le voyez pas, mais les autres le voient. Le cadran inconnu concerne des caractéristiques que ni vous ni les autres ne savaient que vous aviez ou que vous n'avez donc pas, probablement pas besoin. Le modèle de sensibilisation du Johari est la raison pour laquelle il est important de laisser vos employés remplir eux-mêmes la carte des compétences. De cette manière, vous découvrez les angles morts où ils sont eux-mêmes moins perspicaces et où ils sont déjà très conscients. Fenêtre ouverte. Étant donné que vous remplissez la carte de compétences et que par ailleurs, vous demandez à votre collaborateur de s'observer, cela vous permet de savoir où vous êtes d'accord et où vous différez, ce qui peut mener à une bonne conversation. Plus votre cadran ouvert est grand, mieux c'est. La façon dont vous pensez être perçu correspond à la façon dont votre équipe ou vos collègues, cadres vous voient. Et vous pouvez travailler ensemble efficacement. En discutant de cela, vous entretenez le lien de confiance et invitez l'employé à être plus vulnérable, de sorte qu'avec le temps, ce type de conversation l'encouragera à partager ses secrets et à laisser tomber le masque. N'oubliez pas que la confiance ne vient pas facilement. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de l'état d'esprit, de l'esprit fixe et de l'esprit de croissance. Une personne qui a une mentalité fixe a besoin qu'on lui fasse un miroir sur ses angles morts. J'entends souvent des leaders dire, et je donne juste un exemple d'un comportement perturbateur, oui, mais Sabine, mon employé ne fait rien d'autre que se plaindre. Donc, il sait quand même qu'il se plaint. Est-ce que je dois lui donner un feedback dans une conversation? C'est quand même connu. Eh bien, peut-être, hein, mais peut-être pas. Tout dépend si l'employé est conscient ou non de sa plainte. Mes 20 ans d'expérience dans le coaching indiquent qu'ils ne le sont souvent pas. Ne partez donc pas de ce principe. Lors du premier cours de leadership que j'ai suivi à Houston, le formateur a dit « If you assume, you make an ass of you and me ». The word assume, me. Ne faites donc pas de suppositions. Tout le monde est différent. Le professeur Karen Blakely, directrice du Centre for Responsible Management, est l'auteur du livre Leadership Blind Spots and What to Do About Them. Elle a écrit « Les angles morts, cependant, empêchent les dirigeants d'apprendre et de s'adapter aux changements. » Elle définit un angle mort comme la tendance à supprimer, déformer ou ignorer régulièrement des informations, des points de vue ou des idées dans un domaine particulier, ce qui empêche quelqu'un d'apprendre, de changer ou de se développer en réponse ou changement dans ce domaine particulier. Un angle mort n'est donc pas tant un manque d'information que le résultat d'un manque de volonté d'apprendre dans certains domaines. Cette réticence pourrait être motivée par la peur, l'orgueil et la complaisance, par exemple. Mais nous avons tous des angles morts, souligne encore Blakely, même les leaders les plus compétents. Dans ce contexte, des recherches ont également été menées par Merrick Eco et The Barrett Value Center auprès de 500 dirigeants du monde entier et de 10 000 de leurs pairs.
Elle montre que dans 80% des cas, les domaines à améliorer mentionnés par les dirigeants eux-mêmes ne correspondent pas aux domaines à améliorer que les autres voient en eux. Et cela nous ramène à vous. Connaissez-vous vos angles morts en tant que leader? Demandez-vous de l'information, du feedback. Êtes-vous un miroir? Et non, je ne parle pas de recevoir des compliments ou de voir votre équipe vous féliciter par vos mérites en tant que leader, mais de véritables commentaires, des points d'attention, des points de développement. Ose-t-il vous dire ce qu'il pense vraiment? Si vous voulez obtenir un vrai feedback, je vous recommande d'organiser un miroir à 360 degrés sur le leadership. Je le fais régulièrement au début d'un coaching de leadership, un feedback anonyme qui est ensuite fourni au coach sous différents angles. Votre superviseur, vos pairs, vos employés, d'autres départements, la hiérarchie supérieure, telle que aussi des personnes externes, telles que le client, le fournisseur, un consultant. N'oubliez pas que plus vous êtes vulnérable, plus vous invitez vos collègues à faire de même. Plus le cadran ouvert devient grand. Nous réagissons tous différemment à un changement et nous avons tous besoin de quelque chose de différent pour continuer à fonctionner dans ces nouvelles conditions de travail. Cela est lié à nos préférences psychologiques. Vous avez probablement entendu parler des traits de personnalité, des préférences innées. Par exemple, croiser les bras. OK? Vous avez croisé les bras? Maintenant, lâchez-les et croisez-les à nouveau et changez votre préférence. Donc, si votre bras droit était en haut, maintenant, c'est le gauche ou vice-versa. C'est difficile, n'est-ce pas? Écrivez la phrase suivante sur un bout de papier. Je veux apprendre le management à distance. Voilà, c'est fait. Maintenant, écrivez la même phrase, mais changez votre main de préférence, de sorte que droitier devient gaucher. Je veux apprendre le management à distance. Ça, c'est ce qu'on entend par préférence. Vous êtes soit une pomme, soit une poire. Allez à l'encontre de votre préférence vous coûtera de l'énergie. Insights associe ses préférences à 4 couleurs, le bleu frais, le rouge ardent, le jaune brillant et le vert calme. Elles vous permettent de mieux comprendre vos propres réactions et comportements et vous aident à comprendre pourquoi d'autres personnes ont un comportement très différent. Le langage des couleurs Insights est basé sur les idées de Carl Gustav Jung. Ce psychologue et psychiatre suisse a introduit le concept de préférence psychologique. Chaque personne a sa façon préférée d'apprendre le monde et les gens qui l'entourent. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas faire les choses différemment, mais cette façon est celle qui demande le moins d'efforts. Elle se produit, pour ainsi dire, automatiquement. Jung utilise les paramètres de conscience, introversion et extraversion et les fonctions pensée et ressenti pour expliquer pourquoi les gens réagissent différemment aux situations, communiquent et entrent en relation. Tout le monde utilise les 4 couleurs dans une mesure plus ou moins grande, mais la quantité d'une couleur particulière varie. Nous avons tous notre propre mélange de couleurs uniques. Comparez cela à une
tour de cube de couleurs. Au sommet se trouve la couleur que vous utilisez le plus. En bas, il y a la couleur que vous utilisez le moins ou que vous montrez le moins. L'ordre peut changer en fonction de la situation. En outre, chacun utilise les couleurs avec une densité ou avec une intensité différente. Deux personnes peuvent avoir exactement la même séquence des couleurs, mais si une personne a une préférence de 98% pour le bleu et que l'autre n'a que 85% de préférence, elles auront un comportement différent. Les couleurs de la personnalité pendant un mauvais jour. Pendant le confinement, où nous n'avions pratiquement pas le droit de sortir et où nous étions ensemble 24 heures sur 24, 7 sur 7, vous l'avez probablement remarqué encore plus. Nous avons tous des moments où nous sommes fatigués, irrités, tendus, en colère ou anxieux. Dans un tel mauvais jour, notre comportement est très différent de celui d'un bon jour, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez également voir ici les différences par couleur d'Insights. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces traits de personnalité, je recommande de consulter le PDF ci-joint. Veuillez noter que ce PDF ne peut être consulté que dans le cadre de ce parcours d'apprentissage et ne peut être utilisé ou distribué en dehors de celui-ci. Insights a des règles très strictes à ce sujet. Mettez la vidéo en pause pendant un moment et parcourez ces informations afin de mieux comprendre le modèle Insights. Si vous souhaitez connaître votre profil par vous-même, vous pouvez me contacter. En tant que praticienne Insight, je peux vous aider, vous et votre équipe, dans cette démarche. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'un terrain familier. Je vais donc continuer à vous expliquer comment utiliser ce modèle dans le travail à distance. La règle d'or de toute interaction est la suivante: aborder l'autre personne de la manière dont elle souhaite être abordée. Il est donc important d'adopter votre comportement en tant que leader aux préférences colorées de l'employé. Les dirigeants me font parfois remarquer qu'ils sont comme ils sont et qu'il est difficile, c'est difficile pour eux de changer. Il n'est pas nécessaire de changer, il s'agit de se mettre à l'écoute des besoins de l'autre. Une fois la conversation terminée, vous pouvez à nouveau utiliser votre propre couleur. Si votre comportement naturel est différent du comportement naturel de l'autre personne, vous modifiez votre comportement pour le rendre plus conforme à celui de l'autre personne. S'aligner est très différent de se conformer. Vous vous conformez aux autres, au groupe, afin d'en faire partie. S'accorder permet d'établir une connexion. L'accordage fonctionne-t-il? Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que quand vous accordant, vous montrez que vous reconnaissez les besoins de l'autre, que vous l'appréciez et le respectez pour ce qu'il est. L'autre personne se sentira plus à l'aise avec vous et vous répondra mieux. Lorsque vous avez adapté votre comportement ou votre style de communication à l'autre personne, que vous l'avez vraiment écouté et que vous vous êtes aussi vraiment écouté, vous pouvez parvenir à un accord et entrer dans une relation plus profonde avec elle. C'est ainsi que se crée le lien. Un employé ayant une forte préférence pour le rouge ardent a besoin d'actions concrètes, tandis qu'une personne ayant la couleur vert calme trouve important que les gens soient pris en charge et qu'on leur accorde de l'attention. Pour le bleu frais, il est important
d'expliquer précisément ce qui se passe et d'étayer et de justifier pourquoi cette mesure est nécessaire. Si vous préférez le jaune brillant, il est utile d'exposer les perspectives et d'impliquer la personne dans le processus. Il est tout aussi important de connaître votre propre préférence et en matière de couleur. Cela permet non seulement de comprendre pourquoi vous faites les choses d'une certaine manière, mais aussi de comprendre les réactions des employés. Si votre première couleur est le rouge et que vous initiez un changement à partir de cette couleur, vous le ferez probablement de manière vive, efficace et rapide. Cette approche sera bien accueillie par les employés qui partagent votre préférence naturelle. Cependant, quelqu'un qui est fortement favorable au vert calme considérera cette approche comme étant à courte vue et imposée. Le vert commencera à résister, à se retrancher et à mener une guerre de tranchées. Pour éviter cela, il est préférable de trouver un lien avec les besoins des verts, par exemple en prenant le temps d'un tête-à-tête avec le collaborateur en question. Si vous lui expliquez calmement que votre décision a été mûrement réfléchie et que les besoins et intérêts de toutes les personnes concernées ont été pris en compte, les chances d'acceptation sont beaucoup plus élevées. En outre, une fois que vert est à bord, vous pouvez compter sur une loyauté et un engagement à 100% en tant qu'employeur. Et si votre première couleur est le jaune, dans votre enthousiasme pour la vision inspirante de l'avenir que vous avez si clairement envisagé, vous ignorez probablement le besoin bleu d'une explication détaillée et d'une base solide pour cette décision. Le bleu considéra l'enthousiasme spontané de jaune comme du blablabla. Face à la résistance, le bleu fermera les volets et abandonnera complètement. Un plan clair, étape par étape, assorti d'un calendrier précis, aidera une personne ayant une préférence bleue à adhérer au changement. Avec bleu à bord, vous avez quelqu'un qui peut mettre les points sur les i et les barres sur les t et qui mènera le projet à bien jusqu'à la toute dernière levée de fonds. S'accorder aux préférences de l'autre est important pour toute interaction possible et crucial dans le changement. Oui, il est difficile de construire ce pont quand aucun de vous n'est au mieux de sa forme. Mais si vous parvenez à choisir l'approche la plus efficace pour toutes les personnes impliquées, en vous basant sur votre propre vision et sur celle de l'autre, vous augmentez les chances d'avoir une équipe motivée, prête à mettre l'épaule à la roue et à apporter à l'organisation de nouveaux succès à distance. Avant de commencer la partie suivante, je voudrais vous inviter à jeter un coup d'œil à votre équipe. Quelles sont les couleurs que vous avez dans votre équipe? Que reconnaissiez-vous? Vous pouvez utiliser le document dans votre cahier de travail. Si nécessaire, mettez la vidéo en pause pour un moment afin de pouvoir le faire tranquillement. Vous en aurez besoin dans la section suivante. À tout de suite. Nous avons déjà découvert qu'il existe différentes personnalités et comment ces couleurs s'adaptent au changement, de sorte que vous pouvez également anticiper la réaction de vos collaborateurs lorsqu'ils travaillent à distance, ce qui constitue un changement. La dernière partie de cette vidéo consiste à examiner comment les couleurs diffèrent dans les situations de stress. Le travail à distance est plus susceptible de provoquer du stress car vous êtes seul et selon votre couleur, vous le vivez différemment. Le rouge ardent est stressé par les problèmes non résolus.
la perte de contrôle, le manque de leadership, la passivité et l'inertie, les émotions refoulées, trop de blablabla. Le jaune brillant, être exclu, rejeté, oublié, liberté restreinte, comportement inflexible ou tatillon, procédure stricte, travail isolé. Le vert calme est stressé par le manque de respect, le sentiment inexploré, le changement inattendu, violation des valeurs, menace de conflit. Le bleu frais est stressé par une mauvaise préparation, des raccourcis, des décisions spontanées imposées, des distractions sociales et un manque d'information, de logique ou de structure. Cela se traduit également par un certain comportement, comme vous pouvez le lire dans le PDF ci-joint. Chaque couleur a également des besoins spécifiques en cas de stress. Comment pouvez-vous soulager le manager de ce stress? Comment pouvez-vous soulager l'employé de ce stress? Il est temps de jeter un nouveau coup d'œil à votre cahier d'exercice, de mettre la vidéo en pause pendant un moment et de commencer à travailler avec les questions. Maintenant que vous savez comment les couleurs gèrent le stress, comment pourriez-vous éliminer ce stress? Qu'est-ce qu'elles attendent de vous? Et avez-vous trouvé des réponses? Veillez à les conserver car vous pourrez vous en inspirer dans les vidéos sur le leadership. Sur cette diapositive, vous voyez 4 besoins fondamentaux en cas de stress pour chaque couleur. En tant que manager, vous devez surtout veiller à ce que votre employé puisse fonctionner selon sa couleur afin de ne pas créer un facteur de stress en plus. Dernière cerise sur le gâteau, où se situe le rouge ardent, le jaune brillant, le vert calme et le bleu frais? Je vous laisse un peu de temps pour lire les réponses. Être capable d'analyser la personnalité à partir des comportements ou des besoins exprimés par votre employé est une compétence managériale importante. Si vous n'avez pas encore eu assez de temps pour lire le slide et pour déterminer où se cachent le bleu, le rouge, le jaune et le vert, arrêtez la vidéo maintenant. Alors, est-ce que ça correspond à ce que vous avez trouvé? Bien travaillé alors. Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce qui est heureux, de qui est heureux de travailler à distance et de qui est puni pour cela, entrons dans le vif du sujet, le leadership axé sur les résultats. Avant de commencer le prochain chapitre, je vous invite à écouter une courte vidéo dans laquelle je fais un zoom sur les besoins des extravertis et des introvertis et dissipe quelques malentendus. N'oubliez pas de lire les PDF pour ancrer vos connaissances sur les personnalités. Vous pouvez également choisir d'aller directement au chapitre suivant et d'écouter cet approfondissement plus tard. Veillez à compléter le travail préliminaire dans votre cahier d'exercice, c'est-à-dire le puzzle, avant de passer au chapitre suivant.